Même pas le temps de dire bonjour que Rouge est en interview pour teaser son match pour le titre de champion du monde masculin jusqu'à ce qu'MJF se présente pour venir le provoquer. Ça part à la bagarre retenue par la sécurité, mais je vous rassure, bonjour à tous. C'est Dumble J pour Squash FM, on se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite. Cette semaine, au Seagull Center de Richmond en Virginie, devant un petit peu plus de 3500 spectateurs. Et on retrouve une nouvelle fois Rouge en interview juste avant son match, rejoint par Andrade qui vient encourager Rouge pour lui dire qu'il représente le Mexique. Donc il souhaite que Rouge gagne finalement, surtout qu'Andrade il aime pas trop MJF, il l'a fait savoir sur les derniers mois, dernières semaines. Donc voilà, il encourage Rouge pour gagner pour le Mexique, pour la Raza, et on va tout de suite passer au match entre Rouge contre MJF pour le titre mondial masculin qui ouvre le show. Pas de décompte à l'extérieur. Rouge il va maltraiter MJF sur toute la première partie du match. Le match par la suite, il va s'équilibrer un petit peu plus avec notamment une très jolie powerbomb backbreaker d'MJF sur son genou. Cool également de voir Rouge dans un match un petit peu plus 50-50 que d'habitude. Et là, après le spot que vous venez de voir, il y a un médecin qui va venir checker les deux compétiteurs avec un Rouge qui semble s'être démis l'épaule et MJF qui réagit plus trop, qui en plus est pas mal abîmé au niveau du genou. Il veut arrêter le match, mais Rouge va juste headbutt le médecin et le match va pouvoir se poursuivre. J'aime bien ça, qu'on justifie ces petites choses-là avec un élément qui est raccord au personnage de Rouge. Voilà, il lui s'en fiche de lutter blessé, il veut aller au bout du match. MJF aussi blessé, les deux sont à 50-50, on continue. Finalement, après un pile driver assez impressionnant à l'extérieur du ring de la part d'MJF et un hitseeker contre à l'intérieur du ring, MJF va réussir à piéger Rouge dans un crossface qui va défier MJF avec un dernier doigt d'honneur avant de sombrer dans l'inconscience et de perdre le match. Un très bon match pour ouvrir le show. C'était cool, comme je disais, de voir Rouge dans un format un petit peu plus 50-50. On a un peu moins l'occasion de le voir dans ce format-là. Franchement, j'étais très content de le voir faire ce genre de match. On l'a vu faire beaucoup de squash et Rouge est un excellent compétiteur. J'espère qu'on en verra plus de lui sur les prochaines semaines. Et après que la cloche est sonnée, MJF qui veut mettre un dernier coup de ceinture sur Rouge avant de partir, mais Mark Briscoe va intervenir pour l'en empêcher, accueilli par un low blow de la part d'MJF. Et au final, le reste de la conglomération va arriver avec Ishii, qui fait son retour dans la compagnie, qui vont venir en renfort de Madrisco pour faire fuir Maxwell Jacob Friedman. Donc voilà, on continue de teaser éventuellement un futur affrontement entre MJF et Mark Briscoe. Je vous ai déjà donné mon avis sur le match la semaine dernière, donc je vais pas particulièrement m'étendre là-dessus. Et on va enchaîner tout de suite avec un match entre Lio Rush et Mark Briscoe. Petit match compétitif voilà, pour mettre en avant Mark Briscoe suite à son retour. Il y a un moment un petit peu drôle quand la conglomération quitte le ring en croisant le chemin de Lio Rush, où du coup ils vont tous arrêter de bouger pour que Lio ne les voit pas. Victoire de Mark Briscoe, un match qui n'était pas très intéressant à suivre. C'est pas passé grand chose. C'est pas un match que j'ai particulièrement apprécié et j'ai trouvé que ça matchait pas particulièrement entre les deux. Donc pas un énorme plaisir à regarder ce match, mais c'était là pour être en avant Briscoe. Ça servait juste à ça. Briscoe qui va prendre le micro pour s'adresser à MJF. Il va nous parler de son frère. Il va nous parler d'MJF, de comment il est arrivé chez Elite Wrestling. J'ai l'impression qu'on a déjà entendu ce discours-là quand même pas mal de fois lors de la précédente rivalité entre Mark Briscoe et MJF. Ils sont affrontés pendant très longtemps sur l'année dernière. J'avais pas vraiment une envie qu'on remette le couvert. On nous ressort un petit peu le même discours du côté de Mark Briscoe. On change un petit peu les mots, mais au final, la substance reste la même. C'est pas très intéressant à suivre, très honnêtement. En parlant de quelqu'un par contre d'intéressant à suivre, Tekla, qui visiblement est la seule à se rendre compte que Forbidden Door est dans moins d'un mois, qui vient faire une promo pour dire qu'elle en veut toujours à Taro Okada, et elle sous-entend que la présence d'Azuki est une provocation, et donc elle va déclarer la guerre à Stardom jusqu'à Forbidden Door. Donc voilà, au moins il y a quelqu'un qui est au courant, qui est un peu perdu à la fin du mois, et qu'il est censé se passer des choses, parce que pour le moment personne n'est trop au courant, à part peut-être un petit peu les présences dans le Owen Art féminin. Il n'y a pas grand chose qui nous pousse à penser à ce qu'il y ait ce pay-per-view là qui arrive plus tard, mais bon, construction de pay-per-view chez Elite, c'est toujours un peu un questionnement, même si les weekly des dernières semaines sont plutôt sympas. Donc c'est un peu étrange, on construit mal Forbidden Door, mais on construit bien les shows et les rivalités, en tout cas pour Rollins, j'ai l'impression. Petit sacrifice, mais en espérant que ça décolle un petit peu sur les semaines à venir. En tout cas, Mox et les Striders qui viennent pour motiver Will Ospreay pour ce match contre Mark Davis dans le main event de ce soir, en disant que c'est l'Ospreay d'avant qui avait perdu contre Mark Davis par KO il y a quelques semaines. Le nouveau Ospreay, lui, il a toutes ses chances. On continue de construire ce nouveau Ospreay, ce Ospreay semi-Death Riders. Est-ce qu'il va vraiment les rejoindre? En tout cas, plus le temps passe, plus il est accepté par le groupe, plus lui a l'air de les accepter. Mais il risque d'y avoir quand même ce moment-là où la question va se poser de est-ce que Will Ospreay est véritablement un Death Rider? Il y a pas mal de clans en plus qui se disputent Will Ospreay.
Il a quitté la Don Callis Family à un moment. On sait que Kyle Fletcher lui en veut toujours un peu par rapport à ça. United Empire, c'est pas encore trop prononcé, mais techniquement parlant, il en fait partie aussi. Donc il y a pas mal de choses intéressantes là-dessus. Même, bon, on a vu un peu Samoa Joe, bon, ça, je pense que c'est réglé avec The Ops. Avec Samoa Joe, tu aurais bien aimé recruter Will Ospreay. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à faire autour de Will Ospreay. Je sais pas trop quelle direction ils vont prendre. Probablement celle de le faire gagner le UN pour l'emmener voir le titre, chercher le titre à All-In. Mais peut-être qu'il y a autre chose à raconter finalement. En tout cas, il y a plein d'histoires parallèles qui peuvent se raconter là-dessus. Et ça, c'est quand même assez cool à suivre, je trouve. Squash match pour Andrade, qui va vaincre Deka Vandu en moins de 30 secondes. Avant de prendre le micro et de réaffirmer voilà, qui veut le titre de champion du monde d'MJF, surtout après la défaite de Rouge. Il faut. Il a envie de le venger, il a envie de prendre le titre. Plus le temps passe, plus Andrade a l'air de complètement se décorréler à Don Callis Family. Mais d'ailleurs, Don Callis va se présenter au ring accompagné de Jake Doyle pour introduire le tout nouveau membre de la Don Callis Family, Kevin Knight. Un peu déçu. J'aurais aimé que Kevin Knight peut-être fasse soit son chemin tout seul, soit qu'on lui trouve un autre chemin. Il y avait un petit peu ce mini teasing peut-être de la Mogul Embassy, le retour avec Swerve qui complimentait Kevin Knight il y a quelque temps. J'aurais pu apprécier d'avoir ça. Je pense que ça aurait pu être un clan sympa. On savait que le Hurt Syndicate voulait recruter aussi. On n'a pas eu particulièrement de nouvelles autour de ça. Et au final, c'est vrai que Kevin Knight aurait pu rentrer parfaitement dans le clan. C'est un ajout de la Case Family. Je trouve pas particulièrement le fit. Après, bon, Adam Case Family, ça reste un grand clan de méchants, donc il n'y a pas vraiment besoin de chercher de fit non plus. C'était pas très grave. Mais je pense qu'il y avait peut-être plus intéressant à faire autour de Kevin Knight plutôt que d'être un membre supplémentaire Case Family. Après, c'est un clan qui marche bien. Ça permet d'avoir quand même des jolies opportunités. Et donc, je peux comprendre. C'est un petit côté facile. Je comprends en fait qu'on nous donne le côté de Case. Forcément, il va essayer d'aller chercher Kevin Knight parce que c'est un champion et parce que maintenant c'est un méchant. Maintenant, j'aurais préféré peut-être qu'on utilise un Case qui veut recruter Kevin Knight et qui doit avancer des arguments pour le recruter plutôt que ça tombe comme ça d'un coup. Maintenant, pas très grave. On va passer au match entre Mike Bailey et Kevin Knight pour le titre TNT. Kevin Knight qui va prendre l'avantage sur le début du match. Et quand il a un peu le temps, il va beaucoup parler à Mike Bailey en lui disant que c'est pas personnel, il aurait dû rester en dehors de ses affaires. Et donc ça donne un match très compétitif entre les deux hommes, avec notamment cette jolie tentative de tomber de Bailey, que vous pouvez voir à l'écran, qui verra suite à ça Jack Doyle tenter d'intervenir pour distraire l'arbitre, et Don Callis pousser Bailey du haut du coin pour permettre à Knight de placer son Uranagi pour le compte de 3. Visiblement, Kevin Knight, pareil, qui a abandonné le UFO Splash pour passer cette espèce d'Uranagi. Je n'ai pas encore entendu s'il y avait un nom particulier pour cette prise-là, donc on va utiliser le nom technique. Ça ressemble quand même beaucoup à un rock bottom dans la manière d'être porté. Donc est-ce que ça va y avoir un petit détournement de ça? On connaît un petit peu ces catcheurs qui changent un petit peu leur arsenal pour coller un peu au personnage actuel. Son Uranagi est particulièrement bien porté, donc j'aime bien. J'imagine que l'UFO Splash en plus pouvait être un peu galère parce que c'est toujours pareil avec les drops de Platform Curl, faut que le mec soit bien positionné, etc. Donc c'est moins naturel. Je sais pas sûr qu'il va complètement l'abandonner de son arsenal, mais je trouve que ce genre de prise de finition un peu plus pied à terre sont quand même assez intéressantes à voir, surtout pour un personnage qui cherche moins à faire des choses impressionnantes et qui cherche plus à gagner. Je trouve que ça colle bien avec le changement de caractère, donc pourquoi pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors forcément, l'UFO Splash était une prise un peu impressionnante. Je trouve que ça colle bien au fait qu'il l'arrête. Ça me rappelle un petit peu Pac quand il avait arrêté à faire sa Black Arrow au début de son turn initialement. Alors, ça remonte à longtemps quand il était chez WWE, mais j'aime bien cet aspect-là où voilà, on essaie pas particulièrement de faire plaisir aux gens, on essaie d'abord de gagner soi, et du coup on trouve des choses plus simples à mettre en place. Et pour l'instant, je trouve que ça colle bien. Après sa victoire, Knight va prendre le micro et dire qu'il a rejoint Don Case Family pour servir ses propres intérêts. Il n'y a pas particulièrement d'attache avec la Don Case Family. Il en veut au titre d'MJF. Donc on l'avait déjà dit il y a quelques temps. Hein. Beaucoup de challengers, encore et toujours au titre d'MJF. Actuellement, le plus proche, ça a l'air d'être Mark Briscoe. C'est celui qui a des interactions directes avec lui. On a également Andrade. On a également Kevin Knight. On a également les participants de la Owen Hart qui sont toujours en lice. Donc, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. J'aime bien toujours cette course au titre mondial. Ce que je regrette là-dedans, je sais pas si j'ai déjà dit sur les récaps, mais c'est que les personnes qui perdent, on ne les voit pas se rediriger vers d'autres titres, parce que peut-être qu'ils ont été courts,
pour le titre mondial, qui est quand même le titre numéro 1. Voilà, c'est vendu comme étant le titre numéro 1. Mais peut-être qu'ils peuvent avoir la chance au titre international, au titre national, au titre continental également. Et ces titres-là semblent un petit peu laissés pour compte à chaque fois dans tous ces shows-là, où tout le monde veut le titre mondial, ce qui est bien, c'est une bonne chose, mais ce serait pas mal de temps en temps de dire par exemple qu'un Brody King, ok, peut-être que Brody il a envie d'aller voir Moxley. Maintenant il a perdu quelques fois pour le titre mondial, il a raté sa chance. Bon là il va en avoir une nouvelle contre Swerve, mais par contre ça pourrait être Bandido. Maintenant qu'il a perdu contre Swerve, peut-être qu'on pourrait avoir un Bandido contre Moxley pour le titre continental, ça pourrait être sympa à suivre. Donc c'est peut-être le petit regret que j'ai, c'est qu'il y a moins ce côté où ça redescend naturellement dans la carte en allant affronter les champions légèrement inférieurs au titre mondial. Surtout que le titre continental et le titre international sont vendus comme étant des titres assez hauts dans la carte. Donc ça pourrait être sympa d'avoir un petit peu plus de grain à moudre à ce niveau-là. En tout cas, plus de personnes qui ont envie d'avoir ces titres. Pour le titre mondial, c'est bien géré parce qu'on donne pas les chances tout de suite, mais ils annoncent qu'ils en ont envie. Donc ça, je trouve que c'est cool. C'est dommage qu'on fasse pas un petit peu plus ça pour ces titres-là. Pas besoin nécessairement de donner des chances tout de suite, mais on pourrait tout simplement juste dire, eh ben, j'ai envie d'avoir tel titre, j'ai envie d'avoir tel titre, et il n'y a pas grand monde qui se prononce à ce niveau-là. Je trouve ça un peu dommage à mon goût. Les Dogs, avec René Paquette, qui célèbrent leur dernier succès, interrompu par les Young Bucks, qui veulent également une chance au titre par les équipes. Probablement un match entre les deux équipes pour devenir challenger. C'est bien, moi j'aime bien qu'on établit une division en donnant des matchs pour devenir challenger. C'est ce que je préfère quand même par rapport à une rivalité qui tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Là, on va offrir un match pour donner des gens un peu crédibles. En plus, ça permet peut-être de temporiser. Je pense que Christian était quand même un petit peu blessé au bras, même s'il peut travailler au-dessus, par-dessus. Donc, ça permet de justifier une petite attente. Et en plus, ça donne un match qui peut être sympa à suivre. Donc, tant mieux. Tout le monde est gagnant, je trouve. René Paquette qui vient parler de Briscoe, MJF, qui est dans son bain. Il prend un petit bain froid. Maxwell qui lui va confirmer quoi. Il refuse le défi de Briscoe. Lui, il est pareil, il dit qu'ils se sont trop affrontés. Donc, il a qu'à attendre. Bon, j'imagine qu'il va y avoir un twist qui va finalement accepter. J'imagine pour Forbidden Door, on verra bien. Mais comme je disais, c'est pas ce qui me passionne le plus, donc je vais pas m'étendre plus que ça là-dessus. Et c'est finalement bien Mercedes Moné qui fait son retour en tant que wildcard dans le Owen Hart pour affronter Alex Windsor. Donc Mercedes Moné contre Alex Windsor. Mercedes qui revient plus méchante que jamais. Maintenant dépossédée de tous ses titres. Elle laisse assez peu d'ouverture. Alex Windsor, elle a eu vraiment pas beaucoup d'offenses sur Mercedes Moné, Alex Windsor. D'ailleurs, pour vous dire qu'avec Sofiane, on retrace le parcours de Mercedes sur le circuit indépendant dans la série Virer en Mercedes sur Patreon. C'est disponible gratuitement sur Patreon. Donc n'hésitez pas à aller regarder, à vous abonner au Patreon. Il suffit juste de créer un compte et après le contenu est gratuit à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit. Le lien sera en description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Nous on prend beaucoup de plaisir à le faire. Donc j'espère que vous prendrez autant de plaisir à le regarder. On va entendre Mercedes se parler un petit peu à elle-même pendant le match en disant que elle a suivi une thérapie, que tout va bien. Donc voilà, suite à la perte des titres, elle a dû prendre du temps pour elle-même, elle a dû travailler sur elle-même, etc. Donc ça, c'est bien fait. De toute façon, Mercedes, elle est forte pour raconter des histoires à l'intérieur de ces matchs-là. Et donc, ouais, pendant le match, c'est vraiment cool, moi, je trouve, de revoir Mercedes Moné sur le ring. Personne, elle donne mieux l'impression qu'un dégagement de l'adversaire a de l'importance. Là, à un moment, elle place un météora depuis le haut du coin sur Alex Windsor. Et il y a un dégagement de Windsor et juste le visage de Mercedes Moné qui n'en revient pas. Comme Windsor s'est dégagé, on a l'impression qu'elle va jamais réussir à gagner ce match juste par son visage. Et moi, c'est ce que j'adore avec Mercedes Moné, c'est toujours ce côté où elle vend son adversaire, même quand elle est supérieure à elle. Et c'est fantastique comment elle arrive à faire ça. Finalement, Mercedes va piéger Alex Windsor dans son statement maker et va la forcer à abandonner. Elle veut pas relâcher la prise tout de suite après la victoire. Elle va la maintenir un petit moment, même après que son theme song se met à retentir. D'ailleurs, nouveau thème d'entrée pour Mercedes Moné. Je préférais l'ancien tout de même, un peu plus entraînant. Maintenant, le son était pas terrible quand elle est arrivée, donc je sais pas s'il y a aussi eu un bug audio en même temps, ce qui devait peut-être pas aider à avoir à apprécier la qualité du thème d'entrée. On verra la semaine prochaine quand on aura un son un peu meilleur si le thème est bien ou pas. Mercedes Moné qui va partir avec la ceinture du Owen. Voilà, c'est elle la championne en titre, donc elle va reprendre la ceinture et se barrer avec. Donc voilà, Mercedes Moné qui avance dans le tournoi. C'est une bonne chose. J'étais un peu surpris de la voir. Je pensais qu'il l'aurait annoncé d'office si elle avait été dispo.
Donc au final, il y a quand même quelque chose d'un peu bizarre. Est-ce que l'absence de Willow était prévue? Est-ce qu'il y avait quelque chose autour de ça? Je sais pas trop, mais c'est un peu particulier là-dessus. J'aurais pensé que si Mercedes était disponible, ben, qu'elle y serait allée juste tout de suite dans le One. Au final, bon, on l'a mise en wildcard. Tant mieux, c'est cool de revoir Mercedes Monet. Je suis curieux de voir les plans qu'ils vont avoir. Est-ce que, comme elle n'était pas prévue, est-ce qu'elle va quand même le gagner? Est-ce qu'elle va aller loin dedans? Curieux de voir la suite à ce niveau-là. Don Callis, avec Kazuchika Okada qui vante sa nouvelle acquisition Kevin Knight. Il va teaser le match de Mark Davis contre Will Ospreay dans le main event et Okada va annoncer qu'il veut sa revanche pour le titre intercontinental de Konosuke Takeshita. On va enchaîner également dans backstage avec Tommaso Ciampa qui va provoquer Chris Jericho qui visiblement est blessé et reviendra pas tout de suite de ce que j'ai compris. Ciampa dit que voilà, il est patient et qu'ils vont reprendre là où ils sont arrêtés quand Ciampa va faire son retour, quand Jericho fera son retour. Donc voilà, pas de nouveauté sous les cocotiers. Will Ospreay contre Mark Davis pour le main event et le One Hard Cup en demi-finale. Toujours agréable de voir Mark Davis évoluer sur le ring ces derniers temps. Match assez brutal entre les deux, notamment avec ce joli enchaînement Powerbomb Pile Driver de Mark Davis. Finalement, Ospreay réussira à placer son Styles Clash, mais n'obtiendra qu'à compte 2-2. Et le match va continuer jusqu'au moment où Davis va frapper l'arbitre accidentellement, ce qui a provoqué l'arrivée d'El Clone et Trent Beretta pour s'en prendre à Will Ospreay. Petite bataille entre les Death Riders qui viennent au secours d'Ospreay et Unkey Family, où les 1 contre 1 vont s'enchaîner au fur et à mesure. Un joyeux bordel aux alentours du ring. Mais Fletcher, qui est un petit peu plus malin, en venant après toute la cohue générale, et va même sortir le tournevis, mais c'est Takeshita qui vient s'en prendre à Fletcher pour l'interrompre. Mark Davis va pouvoir tout de même se saisir du tournevis laissé dans le ring par Fletcher. Hidden Blade dans la main de Davis pour le faire lâcher le tournevis. Un second, le tomber, l'arbitre met du temps à venir. 1, 2, dégagement. Davis retourne la situation, Paul Driver. 1, 2, dégagement de Will Ospreay. Et finalement, c'est en piégeant Davis dans son armbar qu'Ospreay obtiendra la victoire en faisant tap-out Mark Davis et il ira en finale du UN à Forbidden Door. Un super main event, pour le coup, qui mérite d'être vu. C'était super cool à suivre. Une belle demi-finale avec un petit peu d'overbooking, mais c'était de l'overbooking qui était cool à suivre, j'ai trouvé, qui n'a pas trop empiété sur le match non plus et qui permettait d'avoir un truc un peu différent du précédent match entre Davis et Will Ospreay. Mais même si on enlève ça, ça reste un bon match en dehors. Peut-être le meilleur match de Will Ospreay depuis son retour de son opération à la nuque. Donc pas mal de plaisir pris sur ce match-là. C'est cool parce que ça faisait un moment que j'ai pas pris beaucoup de plaisir sur un match de Will Ospreay. Et là, j'ai bien aimé. En même temps, Mark Davis, actuellement, c'est peut-être un des tout meilleurs catcheurs de All Elite, je pense. Peut-être dans le top 5. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous aimez un petit peu cette nouvelle formule de Will Ospreay. N'hésitez pas à le dire. J'en profite un petit peu pour faire un petit peu d'auto-promo. Cette semaine est sorti le Squash FM. Vous l'avez peut-être déjà vu avec Dimitri du dernier rang. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le regarder. Ce Squash FM là est particulièrement cool. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre toutes les vidéos. On est bientôt aux 200 abonnés. Donc j'espère qu'on pourra passer la barre des 200 abonnés d'ici la fin du mois de juin. Ce serait cool. Il y a également pas mal de contenu qui arrive sur Twitch et sur Patreon. Parce qu'en ce moment, je fais une série où de temps en temps, je regarde des shows de la Pro Wrestling Guerrilla. Donc on commence du premier show jusqu'au dernier. On se retrouve déjà demain à 20h, vendredi 5 juin, pour regarder le prochain épisode. J'essaye de mettre le planning, je vais essayer de m'y tenir, de faire un planning sur Twitch. Et donc je l'afficherai sur Twitter. J'essaierai de mettre les posts YouTube, donc n'hésitez pas à regarder de temps en temps si ça peut vous intéresser pour voir les plannings de stream qu'il y aura. Il y aura également un petit peu de jeux vidéo aussi qui va venir. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça, ou sur Blue Sky également, je vais les mettre là-bas aussi. Donc n'hésitez pas à suivre sur tous les réseaux, de toute façon vous avez les liens en description. Vous avez un petit lien où il y a tous les liens qui sont répertoriés dedans, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Donc merci à vous d'avoir regardé. C'était Dumble pour le récap de Dynamite. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi à 17h pour le prochain récap. D'ici là, amusez-vous bien. Salut!